Et toi, t'as fait comment le russe? C'est quoi ton expérience? Moi, j'ai commencé dans une université à Moscou. Ça m'a juste ulcéré de la grammaire. Je ne comprenais rien. On me parlait en russe. Il y a tout de suite les cas, la grammaire, les déclinaisons. Ça m'a juste ulcéré. Je rentrais le soir, j'avais 300 de tension, j'étais énervé, je détestais le russe. Et ça m'a énervé, bloqué. Je n'arrivais pas à trouver de contact avec la prof. Et elle y allait en mode bourrin, bourrin, bourrin. Ça m'a juste mais insupporté, hostile, painful avec de la douleur. Le russe, ouais. Moi j'ai eu le russe avec douleur. Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, la chaîne du Frussien. Le Frussien c'est moi et sur cette chaîne YouTube, je vous parle principalement de la Russie d'aujourd'hui. La Russie d'aujourd'hui dans toutes ses réalités et toutes ses contradictions. Vous avez été très nombreux à me demander d'interviewer et de discuter avec des gens qui vivent et travaillent en Russie. Je vous écoute et c'est ce que je commence à faire. Et aujourd'hui, nous sommes avec Paulina. Paulina qui est linguiste, philologue et psychopédagogue. Et aujourd'hui avec Paulina, on va parler d'un sujet très important, un sujet vraiment important qui est l'apprentissage de la langue russe, les défis de son apprentissage. Et on va vous parler et vous annoncer la naissance d'un nouveau projet qui est le projet Russophie, un projet qui je pense va vous plaire et vous intéresser et dont on va parler au cours de cette vidéo. Paulina, bonjour. Bonjour Alexandre, je suis très contente de te voir aujourd'hui et surtout je suis très contente de pouvoir partager notre discussion avec tes abonnés. Eh bien, c'est un plaisir. Paulina, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi? Est-ce que tu peux te présenter? Je vais prendre mon rôle de linguiste et philologue. Je suis diplômée d'une université, une meilleure université linguistique de Moscou. Mais ensuite, une grande partie de ma vie, j'ai passé à Paris, à Bruxelles. Et j'ai eu d'autres diplômes, j'ai eu d'autres titres, j'ai joué d'autres rôles. Mais ce qui est intéressant, que cette partie de ma vie, j'ai passé entre deux cultures. Vraiment, avec une question, comment on peut faire vivre deux cultures différentes à l'intérieur d'une même personne, tu vois? Et bien sûr que cette expérience dans ma vie, il m'a beaucoup donné, il m'a beaucoup rapporté pour ce que je fais aujourd'hui. On me dit souvent, on entend souvent, et moi je l'entends des gens que j'accompagne, que le russe est une langue, on ne va pas dire pas facile, mais une langue difficile à apprendre, voire une langue impossible à apprendre. D'après toi, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un mythe? Et est-ce que les gens qui viennent aujourd'hui en Russie, qui ont un projet de vie en Russie, est-ce qu'ils ont de l'espoir? Est-ce qu'il y a un espoir qu'ils arrivent à parler russe? Ou est-ce que c'est absolument impossible? Alors, l'espoir, il y a toujours l'espoir. Et c'est vrai qu'on dit comme ça, que le russe est une langue difficile. Mais moi, je te dirais que le russe, c'est pas une langue super facile, mais avant de paniquer, moi je te propose qu'on va le mettre dans notre GPS linguistique, okay, et on va vraiment trouver notre localisation de où nous sommes, okay, pour une personne française. Donc le français, cette langue fait partie d'une famille romaine, des langues romaines. Exact. Okay. Donc comme espagnol, italien, etc. Okay. Le russe, ça fait partie d'une famille qui s'appelle des langues slaves. Okay. Donc, c'est deux familles qui sont différentes. Donc, pour une personne française, apprendre le russe va être un peu plus compliqué qu'apprendre espagnol sur ce niveau. Okay. Parce que l'alphabet sera différent et aussi parce que, pourquoi c'est une famille des langues romaines? Parce que leur langue mère est le même. Donc, il y a beaucoup de choses historiquement qu'on va percevoir de la même manière, sans dire qu'il y a beaucoup de racines qui sont communes, il y a beaucoup de mots qu'on peut comprendre sans vraiment les prononcer bien. Ensuite, on va dézoomer. On dézoome un tout petit peu, donc il y a des familles différentes. Il y a la famille romaine, la famille slave, il y a aussi la famille germanique, par exemple, comme anglais-allemand. Voilà, mais toutes ces familles, ensuite, elles sont regroupées. Donc il y a des groupes, des grands groupes. Et là, par exemple, le français, ça fait partie d'un groupe indo-européen. Le français et le russe, ils font partie d'un seul groupe, du même groupe, tu vois. Et il y a d'autres groupes, par exemple, chino-tibétain. Donc, ce que je veux dire là-dessus, c'est qu'apprendre le russe pour un français va être quand même plus facile qu'apprendre le chinois. Pourquoi? Ces deux groupes indo-européens et chino-tibétain, c'est juste un exemple. Okay? Indo-européenne, toutes les langues qui appartiennent à ce groupe, ils vont posséder des mêmes choses, des choses en commun. Comme par exemple, il y a l'alphabet. L'alphabet nous sert à utiliser des lettres pour composer les mots. Cette logique, elle se répète. C'est compréhensible. Dans le groupe chino-tibétain, la réflexion
avant de créer un mot est déjà différente. Ah oui. Voilà. Donc, il y a déjà, on part complètement différent. Donc, le russe n'est pas une langue la plus facile à apprendre, mais bien ce qui me semblait. Voilà, mais c'est faisable. Mais d'ailleurs, ce que je voudrais vraiment que chaque personne se pose la question. Chaque personne qui a envie d'apprendre une langue étrangère, là aujourd'hui on parle du russe, j'invite à se poser la question. Voilà, on dit, le russe est une langue difficile. Mais difficile par rapport à quoi? Par rapport à l'expérience que tu as eue avant, par rapport à l'équation que tu te fais dans la tête, que voilà, je mets autant d'efforts et voilà la situation idéale, je dois l'attendre. Ça, c'est une équation, on le dira après, des clés, comment le résoudre. Ou parce que ton voisin t'a dit j'en ai marre, le russe, c'est une langue difficile. Par rapport à quoi? Tu vois? Et en plus, surtout, là, je vais mettre ma casquette de psychopédagogue, on va cuire cette conviction, tu vois, cette croyance que le russe, c'est une langue difficile. Et après, quand on va s'y mettre, on a déjà, notre tête ne fonctionne pas à 100%. Parce que notre cerveau fonctionne différemment. Tu vois, les enjeux, c'est super important. Pourquoi? Tu vois, par exemple, toi, tu as beaucoup d'abonnés. Ils reviennent vers toi avec des questions. Quels sont leurs enjeux, leur motivation de faire ce pas? C'est une bonne question. Écoute, nous, les abonnés qu'on a, la question de la langue, c'est prioritaire. C'est prioritaire, c'est presque leur problématique clé. Il y avait l'administratif et la langue. L'administratif a été simplifié par les récentes lois. Et il n'y a aucune loi qui arrive à simplifier la langue. Et on constate qu'en fait, les gens qui viennent, ils ont des problèmes énormes avec la langue parce qu'ils arrivent, ils ne parlent pas. Ils ont souvent des difficultés à l'apprendre. Ils ont souvent des méthodes d'apprentissage, moi je pense, des méthodes d'apprentissage qui sont un peu archaïques, un peu brutales, on va dire. Et je pense que, non mais c'est leur vraie problématique, c'est en fait, ils ne progressent pas ou peu en russe. Du coup, l'intégration est plus compliquée. On a le cas de familles étrangères, anglo-saxonnes, installées dans des villes en province qui sont en circuit fermé, qui n'apprennent pas du tout le russe. Et donc, en fait, nous, les gens qu'on accompagne, ils arrivent avec nous avec une grande question, c'est comment apprendre le russe. Et ils ont besoin du russe pour vivre en Russie, tout simplement. Pour vivre en Russie. Donc, ce qui est intéressant, ce que j'entends déjà, que les gens qui te contactent, ils ont besoin d'apprendre le russe et leurs enjeux sont vitaux en réalité. Ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que quand les enjeux sont vitaux, notre tête va fonctionner différemment. Donc, je vais faire une petite parenthèse de PNL, en mode psychopédagogue. Okay? Il y a beaucoup de sportifs d'ailleurs qui font des entraînements de bien clarifier l'objectif vers lequel tu vas. L'objectif, oui, le projet. Parce que quand c'est clair, quand je veux dire clair, souvent on rêve, on vole. Je vais donner un exemple tout à l'heure. Mais quand c'est clair, notre cerveau va te libérer toute ton énergie. La concentration, tout ce qui va avec. Si ton projet n'est pas clair, je veux dire, je veux apprendre le russe parce qu'un jour, par exemple, j'ai envie de lire Dostoïevski en original. Ça, c'est pas clair. Et ta tête, j'ai connu des gens comme ça, c'est beau comme rêve, mais c'est pas clair. Sacré rêve. Et là, cette personne va bien galérer. Par rapport à la personne qui qui a un projet de venir en Russie, par exemple, il y a déjà l'application. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que là, notre tête va fonctionner différemment. Et ensuite, les enjeux, quand les enjeux sont vitaux, en fait, ça change la perception de la difficulté. Et j'ai bien, là j'ai entendu toute une liste des problèmes, des difficultés. Mais j'ai l'impression que quelqu'un toujours qui retient dans sa tête que le russe est une langue difficile, ça va être difficile. Totalement. Voilà. Pourquoi on cueille ces bâtons partout, et là maintenant on se met des bâtons dans les roues pour apprendre la langue russe. Pourtant, ils sont dans une bonne position. Tu vois, parce que les enjeux, c'est très bien. Ils sont contraints, ils doivent l'apprendre, tu veux dire. Donc, exactement. D'accord. Et parce que ça poursuit un objectif qui est quand même très important dans la vie. Parce que souvent, il y a des valeurs derrière. Les valeurs pour une personne, c'est une force majeure. En fait, cette sensation de poursuivre tes valeurs, en fait, ça va te délibérer une énergie de dingue. Et ça va te permettre de traverser des difficultés sans les remarquer, souvent si on va comparer deux personnes. Ensuite, je vais te donner un exemple. Il y a un certain moment, j'enseignais le russe
au début de ma vie à Paris. Des Français? À des Français, en effet. Donc, j'avais des élèves qui sont déjà grands, qui avaient un travail. Et donc, tu enseignais des professionnels, des gens qui travaillaient déjà, d'accord. Et c'était intéressant parce que j'avais quelques élèves qui voulaient apprendre le russe par leur passion. Et le projet derrière, c'était un jour, j'ai envie de montrer à mes enfants cette richesse, cette profondeur de la culture. C'est admirable comme envie, la personne va apprendre le russe. Et ensuite, après quelques mois, sa motivation baisse. Okay? Et c'est à ce moment-là, à ce moment creux, qu'il va se dire le russe c'est difficile. Mais qu'est-ce qui se passe là? Les enjeux et le projet n'est pas clair. Parce que notre tête, quand on a en vue un voyage en Russie, quand on a en vue un projet de déménagement, quand on a en vue communication, peut-être ce sont des relations avec quelqu'un qui parle russe, parce qu'on a envie, parce qu'on se projette en Russie, ça c'est différemment, tu vois l'application en fait. Tu vas le faire différemment. Tu veux dire que c'est quelque chose de concret, quelque chose qui est réel, c'est un objectif précis et on va vers ça. Exactement, et ça doit être concret à ce point qu'on peut mettre ça dans une phrase, tu vois. Ok. Voilà. Donc, par rapport à cette personne dont je t'ai parlé tout à l'heure, là, en effet, il a eu le baisse. Maintenant, par rapport à des gens qui ont ce projet déjà, moi, je peux donner cet espoir que ça va se passer et ça va se passer bien. Okay. On n'apprend pas, ça peut se passer sans douleur. On n'apprendra pas en 2 semaines. Okay? Mais il y a la façon par laquelle on doit rentrer dans la langue qui est différente, ça doit être vivant. Okay? On en parlera. Ouais, c'est intéressant ça. Bien, on va toucher cette question. Est-ce que tu sais, est-ce qu'il existe aujourd'hui sur le marché des écoles, des facs, je ne sais pas, des cursus qui permettent en fait aux étrangers d'apprendre le russe sans douleur, de façon efficace? Est-ce que tu sais quel est l'état du marché aujourd'hui? Est-ce que ça existe? Oui. Je te propose qu'on va vraiment faire une description panoramique. On va voir ce qui existe sur le marché aujourd'hui parce que tes abonnés, ils vont devoir un jour se décider qu'est-ce que je choisis, qu'est-ce qui me convient. Et vraiment, je veux que chaque personne se pose la question, mon objectif est tel, qu'est-ce qui me convient le mieux? C'est important avant de voir des pubs et se dire ouais j'y vais là parce que c'est le nom, tu vois. Oui. Donc moi je te propose, on va voir par exemple l'approche classique scolaire. Il y a beaucoup d'écoles linguistiques qui proposent des cours de langue qui sont bien placés, c'est bien travaillé, c'est auprès des universités ou quelque chose. Ça c'est l'approche scolaire classique. C'est l'approche dure, okay? C'est l'approche qui est fondamentale. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? C'est bien parce que les fondations sont quand même bien ancrées quand on va au cours, voilà. Mais je pense que chaque personne qui nous regarde, toi aussi, on a des souvenirs de nos cours de langue scolaires. Ça, c'est le russe avec douleur. avec des larmes sur les yeux, en effet. Et toi, tu as fait comment le russe? C'est quoi ton expérience? Moi, j'ai commencé dans une université à Moscou. Ça m'a juste ulcéré de la grammaire. Je comprenais rien. On me parlait en russe. Il y a tout de suite les cas, la grammaire, les déclinaisons. Ça m'a juste ulcéré. Je rentrais le soir, j'avais 300 de tension, j'étais énervé, je détestais le russe. Et ça m'a énervé, bloqué. Je n'arrivais pas à trouver de contact avec la prof. Et elle y allait en mode bourrin. Ça m'a juste mais insupporté. J'ai hostile, painful avec de la douleur. Le russe, moi j'ai eu le russe avec douleur. Je te compatis. Ouais. Parce que j'ai connu cette expérience pas avec le russe, j'ai connu l'expérience avec d'autres langues. Voilà, donc c'est pour ça, moi j'essaie de donner aujourd'hui, de donner des réponses pour aller regarder vraiment plus dans la profondeur qu'est-ce qui est derrière l'apprentissage classique. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce qu'il y a un inconvénient dans cette approche, il est dur. On rentre dans la langue via la grammaire. La grammaire, c'est quoi? La grammaire, c'est quelque chose de technique, c'est le mécanique de la langue. Okay? Et rentrer dans quelque chose qui est tout à fait vivant, via quelque chose de mécanique, c'est ennuyant dans la durée. Tu ne vis pas, tu apprends, et tu ne vis pas avec la langue. Tu n'as pas cette rencontre vivante derrière, tu vois. Et j'ai envie de te donner
une idée. Par exemple, tu apprends à conduire. D'abord, tu apprends la théorie, tu apprends des règles de fonctionnement, et après, tu te mets au volant, et là, tu as l'impression, tu ne sais pas conduire. Donc, théorie, c'est bien, ça servait à quelque chose, mais tu n'as pas la sensation de conduire, d'aller dans le mouvement. C'est souvent, je ne dis pas toujours, mais souvent c'est le problème des cursus comme ça, qui sont des cursus qui sont avec des fondations bien créées, tu vois. Ils ont ces raisons à exister. C'est important, le grammaire, mais vivre que par ça, c'est très dur. Et ce qui se passe souvent, c'est que, bien évidemment, il y a des textes culturels qui sont proposés là-dessus. Et encore une fois, on arrive dans le pays, on a beau à lire des textes sur, je sais pas, Noël russe, etc. On arrive, on ne reconnaît pas. Pourquoi? Pourquoi? C'est toujours comme ça, avec des langues, on apprend, on traduit, on comprend les mots, on arrive, on ne reconnaît pas sur le terrain, parce qu'on n'a pas eu la rencontre avec la culture. On en parlera sur ce point précis après, parce que c'est quelque chose à quoi j'y tiens vraiment. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des cours individuels. Avec les cours individuels, déjà, c'est la personne. C'est très important de trouver la bonne personne. Il faut s'assurer que la méthode te convient et tu n'as pas de repère. Ça, c'est le problème. Tu n'as pas de repère à quoi te comparer, à quoi se référer. Parce que si tu ne parles pas encore le russe, comment tu vas savoir si la méthode qui est utilisée par la professeure ou le professeur est la bonne? Ça, c'est un petit point. Et autre chose, c'est que pendant les cours individuels, en fait, il manque l'aspect communautaire. Moi, je crois vraiment que l'aspect communautaire, à un certain moment, très intéressante, parce que ça multiplie la motivation. Donc, à la fois, je suis un adepte des cours individuels. J'aime bien, le point fort, c'est personnalisé. On a la possibilité de te donner vraiment ce que tu as besoin et pas d'autre chose. Mais quand tu es seul vis-à-vis du professeur, à un certain moment, tu ne communiques pas avec les gens qui sont à peu près dans la même situation avec toi. Et c'est comme si ta motivation, elle n'est pas arrosée. En fait, on se donne souvent. Pourquoi on va, je sais pas, on va faire un tour dans les montagnes, c'est quand même beaucoup plus chouette quand tu es en compagnie. Oui. Vous vous motivez, vous avez des mêmes problèmes, vous les dépassez ensemble, vous donnez la motivation en fait. Nous avons aussi des cursus rapides sur le marché, donc 2 semaines, 3 semaines, langue parlée pour pouvoir se repérer. C'est souvent bien parce que ça donne une motivation, ça te montre, tu sais déjà dire des mots, tu es super content, et il manque des fondations. À un certain moment, on sera toujours bloqué parce que cette fameuse grammaire qui ne tracasse justement dans l'approche scolaire, on a quand même besoin de grammaire. On ne peut pas s'en passer. C'est vraiment une squelette. Donc, comme tu peux imaginer, sans squelette, tu ne vas pas courir loin. Donc, à la fois, ça serait bien de ne pas vivre que par la grammaire, parce que ce n'est pas vivant, c'est technique. Et à la fois, retrouver la vie, retrouver le plaisir, ce qui se passe souvent un petit peu avec les cursus rapides. Tu vois, parce qu'on aime bien, on a déjà dit, on est un tout petit peu un pied dans la langue, tu vois, dans la communication. Okay. Et d'ailleurs, j'aimerais bien partager avec ton audience, j'ai vraiment envie de transmettre ça, d'offrir ça comme un cadeau. Mettez-vous un objectif d'aller à la rencontre avec la culture. Avant, juste de se dire, je vais parler russe, je vais parler la langue, ça va se passer à travers la langue. Mais c'est vraiment se faire l'objectif de rencontrer la culture. Avant tout. D'accord. Donc du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton projet Russophie? Qu'est-ce qu'est Russophie? Oui. Russophie, c'est un projet auquel j'y tiens. Okay? C'est plus qu'une école de langue. On a vraiment voulu aller au-delà d'une compréhension classique de l'école des apprentissages scolaires. Okay? J'ai vraiment l'aspiration de faire vivre la rencontre avec la culture réel, avec le monde réel d'une autre culture. Et donc, pour dire quelques mots, on se base sur 2 piliers. Donc, premier pilier, c'est les fondations. On a quand même besoin.
on a dit, mais c'est quelque chose qui va nous permettre d'utiliser et de vivre. Okay? On ne va pas garder la grammaire uniquement comme mécanique, on ne va pas se focaliser là-dessus. Mais deuxième pilier, moi j'adore, et je dis toujours, il faut hacker le code culturel. Hacker le code culturel, ça c'est assez atypique. Ouais. Comment ça se passe? Donc on a des cours individuels durant lesquels, moi j'y tiens vraiment, je préfère travailler par les cours individuels, on a toute une équipe de professeurs qui sont bien formés et ça permet de s'adapter, justement de prendre en compte les enjeux de la personne, l'objectif de la personne, donc on va déjà utiliser toute l'énergie nécessaire pour l'apprentissage. On doit quand même donner les fondations. Parce que l'objectif, il est quand même de parler bien à la fin. Okay? Mais ça, c'est les fondations. Mais la chose qui est super importante, c'est justement la rencontre culturelle. Pour des gens qui commencent à apprendre le russe, ça va paraître comme une séquence d'effets intéressants, des discussions intéressantes. Donc, on a une communauté privée. Dans cette communauté privée, on va avoir des conférences, des discussions, des rencontres sur des sujets autour de la langue, autour de la culture. D'accord. Et c'est surtout, donc c'est une séquence de fêtes intéressante, mais dans la durée, en fait, on va installer l'habitude. Ça, c'est super intéressant et important ce que je veux dire. Installer l'habitude de voir le concept avant de coller le mot russe dessus. Donc, c'est tout je vais te donner l'exemple. On va prendre le mot déjeuner, le mot déjeuner en français, обед en russe. Donc, au lieu de se dire, обед en russe, je connais la traduction, c'est le déjeuner. Mais vous allez coller le concept français à ce mot. Déjeuner en France, à midi. Et l'après-midi, c'est après-midi. Oui. En effet, mais ce n'est pas le cas en Russie. Et le formule déjeuner en Russie sera différente. Si tu vas me poser la question, est-ce que tu as déjeuné aujourd'hui? Et moi, j'ai mangé juste un sandwich. En russe, je vais répondre, non, je n'ai pas déjeuné. Parce qu'il y a tout un concept, tu vois, on va tisser vraiment plein de choses qui s'accrochent. Parce que le concept... culturel. Exactement, c'est le concept culturel. Et d'abord, l'habitude, elle va se consister en quoi? On va créer l'habitude de la personne de voir d'abord le concept culturel, le comment une personne russe en général va percevoir certaines choses et après on va coller le mot sur ça. Ça ne veut pas dire c'est pas un travail, on doit décortiquer chaque mot, non, mais on va surtout discuter autour des choses qui se passent, le comment on vit. On va voir des vidéos de la vie réelle d'aujourd'hui, tu vois. Parce que, en fait, la langue, c'est quoi? La langue, c'est un système de signaux. Moi, j'appelle ça, c'est l'encodage. Mais c'est l'encodage de quoi? C'est pas l'encodage de, tu sais, comme dans la programmation. Très bien. Mais c'est pas l'encodage des mots, c'est l'encodage des concepts. C'est le comment on voit le monde. C'est là comment on perçoit la réalité autour de nous. Autour de nous. Naturellement, tu vois? Donc, par exemple, la personne va apprendre le mot déjeuner, elle va vouloir inviter quelqu'un au déjeuner. Il y a plein de choses qui s'enchaînent. Ça peut se passer à 16h, ça va être déjeuner ici aussi. En France, c'est déjà fermé les cuisines. Impossible. Et il y a plein de choses qu'on va... Et c'est lié vraiment à... C'est lié à quoi? C'est lié aux habitudes, c'est lié à la vision des choses, c'est lié à tout. C'est notre monde, c'est deux cultures. Deux cultures, c'est vraiment deux mondes. Il y a des choses en commun, c'est vrai, mais la façon qu'on voit des choses, l'encheminement de la réflexion. Un autre fait intéressant. En français, l'ordre des mots est fixe. Je vais au magasin ce soir, par exemple. En russe, là, je vais maintenant travailler votre cerveau. Non, travailler votre cerveau. Et je vais dire qu'en russe, je vais le prononcer en français, ça va paraître bizarre, mais en russe, on va dire ce soir, j'ai au magasin, je vais. Tu peux dire n'importe comment. Mais derrière ça, avant ça, c'est l'encheminement de la pensée. Le comment tu réfléchis, en fait.
Tu vois? Et c'est des petites choses, et on ne va pas apprendre à réfléchir comme une personne russe, mais le fait de mettre la lumière sur ces faits, en fait, ça permet de comprendre qu'est-ce qui est derrière. Ça devient vivant. Ça devient, on commence à vivre non seulement. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? On a vraiment une rencontre, une vraie rencontre avec la réalité d'aujourd'hui. Et c'est pas quelque chose qui est écrit sur dur, on lit sur, comme je disais tout à l'heure, il y a des textes classiques sur la culture russe, on va les lire, mais on va les comprendre avec des concepts derrière français, par exemple, si on est français, tu vois, ou la culture dans laquelle tu vis. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui est en réalité ici. Tu vois. Approche très intéressante. Tu sais, on a souvent, nous, le cas de gens, j'ai une question à te poser, mais je veux te dire quelque chose avant. On a souvent le cas de gens qui viennent, et en fait, bon, ils parlent peu russe, mais ils sont dans une logique d'apprendre le russe. Mais ce qu'on constate, et c'est là où je pense que peut-être que ton approche est vraiment adaptée, c'est qu'en fait, ils ont un déficit de connaissances culturelles du pays. Ils sont avides. Et en fait, ils se mettent à apprendre une langue d'un pays dont ils n'ont aucune compréhension conceptuelle, philosophique, historique, de rien. C'est avide. Et donc, déjà que la langue russe est, bon, on ne peut pas dire qu'elle est, oui, j'aime bien ton terme, elle n'est pas facile. Non. Mais ça, sur ça, c'est dur en fait. Ça rend difficile l'ensemble, ça le rend indigeste. Voilà. Et le rendre plus fluide, plus agréable, plus humain, plus ressenti, je pense que c'est une très très bonne approche. Alors justement, d'où vient la création de cette approche ? Oui, c'est l'expérience vécue. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai passé quand même une grande partie de ma vie à Paris, ensuite à Bruxelles. Je suis diplômée d'une université la plus ancienne en France. Ensuite, j'ai travaillé pour des grands comptes, pour la direction du contrôle intérieur. Mais ce qui est intéressant, c'est que durant toute cette période, j'ai vraiment essayé de travailler sur moi. En 2 ans, j'étais assimilée. Donc, qu'est-ce que j'attends par ça? En 2 ans, on ne m'a pas vue en tant qu'étrangère. Je comprenais derrière la réflexion des gens. Tu vois? Et c'était vraiment un travail dialectique intérieur. Un travail dialectique intérieur, c'est joli. C'est un terme de la philosophie grecque, parce qu'il y a des opposés. Et ces opposés, ils ne doivent pas se confronter. Donc, par exemple, moi, j'avais 2 cultures. Donc, je voulais apprendre la culture française, je voulais vraiment m'adapter. J'ai travaillé parmi les Français avec les Français, mais je suis russe, je viens d'une autre culture, tu vois. Et qu'est-ce qui fait... Moi, j'étais en train de construire les ponts entre 2 cultures constamment. Et en fait, dialectique, ça fait quoi? Parce que les 2 opposés, ils vont trouver l'unité, pas en se confrontant, mais vraiment à trouver cet équilibre à l'intérieur d'une personne. Et c'est super intéressant parce que justement, durant cette période, j'ai réalisé à quel point je suis russe. Vraiment profondément, c'est des questions philosophiques. Tu vois? D'ailleurs, d'où vient notre terme de russophie? Parce que ça a une référence à la philosophie. Parce que moi, je veux vraiment, je veux que chaque personne réfléchisse d'abord en termes philosophiques de ce que c'est la culture, ce que c'est une langue. On va d'abord voir ce que c'est la réalité d'une autre culture. Et on va le voir à travers la langue. En fait, ça se passe en même temps. On apprend la langue, mais on va d'abord voir ce qui est derrière. Et pas juste les mots. Les mots, tout simplement, c'est pas intéressant. On a tellement des histoires drôles après. Ça c'est clair. Et comment est-ce que les gens qui sont intéressés peuvent rejoindre l'école Russophie? Comment est-ce qu'on rejoint l'école? Comment est-ce qu'on découvre le programme? Comment est-ce qu'on vous trouve? Comment est-ce qu'on te contacte? Si vous êtes intéressé de nous rejoindre, vous êtes déjà bienvenus et on va laisser notre site. Comme ça, vous pouvez à votre aise lire, prendre connaissance. Et j'invite vraiment de réfléchir sur tout cet encheminement logique de pourquoi je fais, qu'est-ce que je veux avoir. J'ai envie vraiment d'aller à la rencontre de la culture. J'ai envie de... Ça ne veut pas dire qu'on va vous rendre russe, hein, tu n'es pas russe, mais ça veut dire qu'on va enrichir en fait notre monde intérieur. Moi, j'adore la France, hein. J'ai passé une grande partie. Pour moi, c'est aussi un pays qui est très proche à moi. J'aime beaucoup. À ce moment-là que j'ai vécu, j'ai vraiment profité. Je suis très contente. Et je partage beaucoup de choses que j'ai beaucoup aimées. Et je les ai accueillies pour moi. Et ça m'a enrichi. Ça
ça ne m'a pas fait effacer des choses russes. Ça m'a juste enrichi encore plus avec les deux cultures, en fait. Pourtant, je m'identifie en tant que russe parce qu'il y a certains concepts dans le profondeur sur lesquels j'ai réfléchi, sur lesquels je statué. Voilà. Donc, tout ça pour dire que c'est un parcours qui sera sûrement très intéressant. Sans douleur. Pour chaque personne. Sans douleur. Alors, travailler, c'est important, mais sans douleur, oui. Parce que quand on rencontre une personne intéressante, là, on parle de la Russie, c'est toute une culture intéressante, ça ne peut pas être douloureux. Ça ne doit pas être douloureux. D'accord. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Je vais juste souhaiter à tout le monde de venir vers cette idée de l'apprentissage avec l'engouement d'un voyage super intéressant, des aventures. C'est très intéressant. Paulina, merci beaucoup pour ton temps. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur YouTube, me rejoindre sur Telegram où on parle de la Russie. Et nous allons mettre dans le descriptif de cette vidéo et en premier commentaire le lien vers le site Russophie. Et je vous invite à aller regarder ce site, à vous inscrire, à poser des questions et à entamer une discussion avec les équipes de Russophie. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Frussien.